bonjour, bienvenue. Mon nom est Zelda. Bienvenue sur mon stream aujourd'hui. On va parler d'art divinatoire. C'est quand même, comme je disais, un sujet qui est excessivement large. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de pratiques qui existent depuis, je dirais, la nuit des temps. Parce que, comme on va commencer, c'est quoi les arts divinatoires? En fait, depuis que l'homme est l'homme, on a toujours voulu savoir qu'est-ce qui va arriver. Autant pour prévoir, par exemple, bon, est-ce qu'on va se faire attaquer? Est-ce qu'on va se blesser? Pour essayer de prévoir l'avenir, pour l'éviter si malheur il y a. Évidemment, la curiosité est arrivée, donc les personnes ne voulaient pas attendre, donc on veut connaître l'avenir avant d'y arriver, connaître l'avenir avant de pouvoir la vivre pour dire, bon, normalement, par exemple, les adolescentes aiment bien savoir euh, euh, qui je vais marier, est-ce que je vais avoir beaucoup d'enfants, est-ce que, etc., etc. Donc, de, avant de se rendre au pont, finalement, ils veulent tout de suite voir le pont. Le but aussi, l'intéressant de la vie, c'est aussi le chemin, comment qu'on se rend, parce que c'est quand même assez important, parce qu'on évolue là-dedans, on apprend. Mais donc, c'est ça. Les arts divinatoires, c'est comment voir l'avenir pour essayer de soit le prévenir ou simplement avoir, comme on dit en anglais, un petit teaser, un petit, c'est comme une petite façon pour essayer de se dire, oh, j'ai hâte de me rendre, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de le vivre. Donc, depuis la nuit des temps, les sorciers, les chamans, les espèces de personnes connaissantes du groupe qui bercent un peu comme dans les pratiques religieuses, sorciers, etc., ont toujours essayé de savoir, surtout qu'est-ce que les dieux voulaient nous communiquer comme message aussi. Parce que dans le temps, quand il nous arrivait un malheur, c'est parce que on avait mal agi et c'était une punition que les dieux nous faisaient. Aujourd'hui, cette croyance-là, elle a pas mal disparu, je dirais, dans la majorité des peuples comme sur la planète. C'est sûr qu'il y a certaines religions que c'est encore directement lié, l'histoire de Dieu vengeur ou etc. Donc, ceci dit, je vais simplement donner quelques petites définitions rapides. Bon, un prophète, c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est une personne qui est comme bénie de Dieu ou d'un ou des dieux qui transmet les messages que ce Dieu-là lui transmet. Des exemples de prophètes, bon, ben, il y a eu, dans l'histoire, dans la religion catholique, il y a eu Moïse, par exemple, il y a eu, comme Saint Jean-Baptiste, il y a eu, par exemple, Nostradamus, qui est considéré quand même comme un prophète parce qu'il y avait des prédictions, il y avait des visions, il voyait des choses. C'est sûr que quand on a des visions comme ça, c'est toujours... ça passe mieux quand on dit que c'est Dieu qui nous l'envoie, surtout dans le contexte de l'histoire de la religion catholique, pour éviter de se faire mettre sur le bûcher. Euh, Ensuite, un oracle, c'est une personne qui... En fait, c'est plus... c'est la réponse qu'on obtient en utilisant un art divinatoire quelconque. On considère aussi comme un oracle un objet de divination, un objet qui nous transmet des informations divinatoires. Qu'est-ce qu'un augure? C'est un signe qu'on voit, qu'on constate, qui nous donne, qui, qui est à interpréter pour essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer, l'avenir, et etc. Euh, dans le passé, c'était les prêtres dans des temples qui regardaient les signes extérieurs. Il y avait différents signes qui pouvaient survenir. Ça peut aller d'un vol d'un oiseau jusqu'à avoir un hoquette. C'est des signes que les prêtres interprétaient à savoir qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi, par exemple, j'ai le hoquette. Donc le prêtre, il disait, je sens qu'il y a quelque chose, que tu as de la misère à avaler dans ta vie, ou etc. C'est un exemple, j'invente là, ici. Donc, les prêtres étaient chargés d'interpréter ce genre de choses-là. Ces signes-là, c'est aujourd'hui, je dirais que on peut à peu près tout le monde interpréter des choses. C'est plus l'expérience qui nous permet de savoir si ça fonctionne ou pas.
Ensuite, qu'est-ce que la destinée? Parce qu'on parle beaucoup de destin, c'est comme dans divination ou dans nos vies, on parle de destin. En fait, c'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Bref, ça veut dire qu'il y a, comme quand on naît, on a une vie très établie, très coordonnée à vivre que un ou des dieux auraient décidé à notre place. Donc, peu importe ce qu'on fait, on va le vivre anyway. Donc, c'est ça, la destinée, en fait, plus que le temps avance dans les époques et dans les siècles, la destinée est de moins en moins crue, en fait, parce qu'on croit plus aujourd'hui qu'on fabrique sa destinée, on travaille pour en venir à un certain point dans nos vies, et ce n'est plus un Dieu qui décide à notre place, puis nous, on fait simplement marcher sur la route qu'il nous a présentée. La route, on l'a choisie, on l'avance, on marche quand même. Ensuite, la prédiction. Qu'est-ce qu'une prédiction? En gros, c'est annoncer à l'avance un événement qui va survenir. Un présage, c'est la même chose qu'un augure. En gros, c'est la même chose. On interprète les signes qui surviennent. On essaye c'est une façon d'essayer de deviner l'avenir aussi. En fait, c'est tous des mots qui veulent juste simplement signifier comme on veut essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté, on veut essayer de savoir d'avance ce qui va arriver. Dans l'histoire, les arts divinatoires ont commencé quand même assez basic pour en venir à tous les outils qu'on a aujourd'hui. Dans le temps, les sorciers, comme je le disais tantôt, ils faisaient la divination par les signes qu'ils voyaient de la nature. Autant le vol des oiseaux. Il y avait certains oiseaux qui étaient considérés comme nobles, comme bons, ou comme plus près des esprits des morts. Et ces oiseaux-là étaient très, très, très pris en sérieux. La façon qu'ils s'envolaient, la façon qu'ils tournaient autour de nous, la direction qu'ils prenaient. Il y avait certains oiseaux, dont les corbeaux, les aigles, les canards, les vautours, parce qu'on sait qu'aussitôt qu'il y a un charognard qui se promène autour des morts, nécessairement, il est connecté aux esprits des morts. Il y avait aussi les hiboux, les colombes, les coqs étaient très prisés dans la mythologie grecque. En fait, je dis la mythologie, mais je veux dire dans l'histoire grecque, les prêtres utilisaient beaucoup les coqs pour essayer de deviner l'avenir. Comme par exemple, essayer de deviner est-ce que moi je vais avoir un mariage heureux ou des choses comme ça. Eux autres, il y avait une certaine préférence. C'est sûr que tout dépendant le lieu dans le monde, les animaux modifiaient parce que se changeaient. Il n'y avait pas simplement des oiseaux, il y avait aussi d'autres types d'animaux. Il y avait aussi, par toute la nature, quand il y avait une tornade, par exemple, quand il y avait des éclairs, c'était tout ce qui se passait dans la nature. Les sorciers interprétaient ça comme étant un signe que la parole du ou des dieux qu'ils vénéraient. Donc, s'il y avait du tonnerre, ben, le dieu était en colère, comme dans la mythologie grecque, quand il y avait du tonnerre, c'était Zeus qui était en colère, qui manifestait sa colère. Dans toutes les mythologies, ce système-là revient quand même pas mal. Par la suite, il y a eu aussi beaucoup de divination, on en voit souvent dans les films, en analysant les entrailles des animaux. On sacrifiait un animal qu'on éventrait ensuite et on analysait par exemple le cœur, les intestins, on analysait aussi le foie. Le foie, c'était quand même un organe qui était très 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 prisé des sorciers parce qu'ils considéraient que c'était le siège de l'âme. Ils considéraient que c'était comme le miroir par lequel les dieux se communiquaient avec nous, on était connectés avec les dieux. C'était le foie. Le sang était aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé dans la divination parce que le sang, selon les croyances, ouvrait la porte avec les autres royaumes, les autres univers, genre le royaume des morts, par exemple. Le sang a été très utilisé comme élément sacrificiel dans, par exemple,
le, les mythologies mésoamériques, en fait, dans l'Amérique du Sud, surtout les Mayas, les Incas, par exemple, ils faisaient beaucoup de sacrifices pour utiliser le sang pour communiquer avec leur Dieu, pour pouvoir savoir ce que leur Dieu désirait d'eux, et aussi ben, faire une offrande aux dieux pour avoir leur bénédiction, pour avoir que la vie leur soit plus facile finalement. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'arts divinatoires qui étaient utilisés par les os, par les coquillages. On appelle ça aussi l'ostéomancie. Il y a aussi la scapulomancie qui était utilisée. Bref, on utilisait des os. Ça peut être humain ou c'était souvent des animaux qui étaient comme nettoyés et ces os-là ou ces coquillages-là étaient lancés. Et selon l'endroit où est-ce que ces items-là se déposaient, ben, le sorcier ou la sorcière faisait sa prédiction, faisait son analyse pour essayer de deviner l'avenir, essayer de découvrir l'avenir. C'est un peu l'histoire. Avec le courant dans l'histoire, ben, les arts divinatoires se sont un petit peu plus affinés parce que je dois dire qu'il y a une centaine, je ne les ai pas comptés, mais il y a plus d'une centaine d'arts divinatoires qui sont disponibles. C'est sûr qu'il y a certains arts divinatoires qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment utiliser, comme par exemple des arts divinatoires qui nécessitent le sacrifice d'un être humain, ou dans ce temps-là, dans les peuples, ils sacrifiaient beaucoup les prisonniers de guerre pour remettre leur âme à leur Dieu, pour essayer de deviner l'avenir, et etc. Ce genre d'art divinatoire-là, c'est un peu moins utilisé. Il y en a d'autres que c'est encore possible aujourd'hui. Comme, par exemple, bon, c'est sûr que je vais en nommer quelques-uns par la suite, mais ces arts divinatoires-là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, dont certains qu'on se dit « Ah, je ne sais pas si ça passerait aujourd'hui. » Donc, bref, quand on veut utiliser un outil divinatoire, il faut évidemment procéder à une purification, parce qu'on la jette ou on le fabrique, mais il faut aussi y mettre notre énergie. Il faut aussi purifier de toutes les personnes qui y ont touché, de toutes les vibrations d'énergie qui sont dans l'objet qu'on ne veut pas. Parce qu'un objet divinatoire, ça ne se prête pas. C'est à nous, puis plus qu'on l'utilise, plus qu'il répond favorablement à nos demandes, à ce qu'on désire. Donc, il y a plusieurs façons de purifier des outils divinatoires. Dans toutes les pratiques, en fait, il y a une technique pour le faire, il y a un rituel avec des chandelles ou des paroles magiques, etc. Ou on peut tout simplement, si on n'est pas dans une pratique vraiment très précise, on peut aussi tout simplement prendre l'objet et essayer, je donne juste un exemple. T'sais, par exemple, ici, j'ai mon pendule. Je peux tout simplement prendre le pendule dans ma main et le charger d'énergie, de mon énergie. Je le charge, l'objet dans ce temps-là, il devient chaud et j'y mets tout, c'est comme j'y mets mon énergie. C'est pas après un premier chargement qu'il va fonctionner exactement comme qu'on veut. Comme je le dis, c'est à force de la pratique. Et c'est toujours bon de pouvoir charger d'énergie nos outils divinatoires parce que c'est ça qui fait en sorte qu'ils répondent à ce qu'on veut, ils se connectent à nous directement. Je vais juste déposer ça ici. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a différentes façons. Je ne les expliquerai vraiment pas en détail toutes les pratiques, mais ça se trouve très, très, très facilement dans tous les livres de pratique. Ensuite, les dangers. Parce que savoir l'avenir apporte un certain danger, oui. Parce que, bon, on découvre, par exemple, qu'on va avoir un accident. Tout ce qui est lié aux arts divinatoires, c'est à prendre avec des pincettes. Je dirais qu'il y a une chance sur deux que ça fonctionne, puis une chance sur deux que ça ne fonctionne pas. Bref, si on nous prédit qu'on va avoir un accident, c'est comme si, puis on y croit, puis je l'avais déjà expliqué dans mes anciens streams, quand on croit en quelque chose, c'est comme si la manifestation du désir. Même si on ne le désire pas, on y croit, on y pense, ça nous tourne dans la tête. « Ah zut, je vais avoir un accident », ben on le provoque.
C'est pas que la personne a vu qu'on va avoir un accident, c'est nous-mêmes qu'on provoque le destin qu'on nous a prédit. C'est là qu'il faut faire attention parce que ce qu'on prédit à une personne ou ce qu'on voit de nous-mêmes, il faut vraiment dire, regarde, c'est une possibilité qu'on peut modifier. Parce que si la personne doit dur comme fer, il croit dur comme fer, pardon, je vais essayer d'articuler un peu quand je parle. Quand une personne y croit dur comme fer, elle-même, son subconscient va s'organiser pour que ça arrive. C'est pas ça qu'on veut. Souvent, on dit, écoute, quand que c'est un avenir possible qu'on peut modifier, qu'on peut arriver. Il y a une possibilité que tu aies un accident. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Sois plus attentif, fais attention, concentre-toi sur la route, concentre-toi quand tu travailles, par exemple, pour éviter ça. Parce que les arts divinatoires, c'est pas nécessairement, bon, il va t'arriver ça, point final. On veut essayer idéalement, on va essayer de mettre un peu de positif. Donc, fais attention à telle chose. Alors, il y a une personne que tu vas rencontrer, elle n'est pas vraiment fiable. Méfie-toi de cette personne-là. Pas se méfier dans le sens que je ne veux pas lui parler, parce que chaque personne qu'on rencontre a une utilité dans notre vie, parce que ça nous apporte quelque chose. Autant de façon positive que négative, parce qu'une personne qui est négative va nous apprendre à peut-être éviter ce genre de personnes-là, ou tout simplement, ça va nous apprendre à gérer d'autres types de situations. On évolue, on grandit, on s'améliore, on devient plus sage avec les années. C'est justement avec les expériences qu'on acquiert ce genre de choses-là. Donc, quand on prédit quelque chose à quelqu'un ou on se prédit soi-même, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention aux mots qu'on choisit. Parce que la façon de parler, notre vocabulaire dépend beaucoup de notre éducation personnelle. Et une phrase que je peux dire peut être interprétée de façon complètement différente d'une autre personne qui n'a pas été élevée de la même façon que moi. On voit surtout ça quand une personne catholique parle à une personne qui est plus hindoue, qui pratique la religion hindoue. Des fois, il peut y avoir des interprétations complètement différentes liées à la religion qu'on a appris pendant toute notre vie. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est comme dans des pays plus comme développés, comme par exemple, je donne un exemple, comme le Canada, les États-Unis, l'Europe, etc., la religion est de moins en moins pratiquée en tant que telle, moins en moins imposée que dans certains pays. Donc, on se rapproche plus de cette façon-là avec notre façon de parler. Mais reste qu'il y a beaucoup d'expressions qui sont utilisées dans nos religions qui peuvent être interprétées de façon différente pour les autres. Donc, faire attention à la façon qu'on le dit, faire attention à ce qu'on dit, faire attention au sujet, en fait, parce que annoncer la mort d'un membre de la famille à quelqu'un, c'est très touché, c'est très, comment je peux dire, c'est délicat, c'est le mot que je cherchais, c'est très délicat. Il ne faut pas que la personne se mette à avoir peur, il ne faut pas que la personne se mette à avoir de l'anxiété et tout. On peut simplement dire de faire attention à ton entourage, prends soin d'eux, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui tombe malade. On essaye d'éviter, d'éviter d'en dire trop, en fait. Parce que souvent, quand, je sais pas moi, on voit qu'il y a quelqu'un qui va mourir, on essaie de dire indirectement que c'est possible que, comme quelqu'un soit très malade, et etc. Aussitôt que le décès survient, ils vont venir nous voir, puis ils vont nous dire « Tu l'as vu, hein? Tu l'as vu. » Parce qu'ils vont se souvenir de la façon qu'on l'a dit. Parce qu'il faut être délicat quand même. Prends soin de ton entourage, etc. Donc, c'est un peu les dangers des arts divinatoires. Parce que des fois, trop en savoir, c'est pas bon non plus. Parce qu'on arrête de... Normalement, on avance pour se rendre d'un point A au point B. Si on sait exactement c'est où le point B, ça se peut qu'on se tourne les pouces pour dire « Bon, ben ça va m'arriver, donc moi, j'ai pas d'effort à faire. » Donc oui, il faut quand même se rendre, il faut quand même marcher vers le point B. Donc, c'est un peu... il faut faire attention un peu. Poser les bonnes questions aussi, c'est
c'est un avertissement que, comme je vous donne, qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vous donnent, en fait, des auteurs, et etc. Posez les bonnes questions. Parce que comme je l'avais expliqué dans mes anciens streams, l'univers ne comprend pas le négatif. Il ne comprend pas les ne, les pas, les non, il faut éviter ce type de questions-là parce que la réponse, ça peut être très, 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 très vague. Il faut éviter tout ce qui est négatif. On pose la question de façon positive. Comme ça, quand on a un oui ou qu'on a un non, ben on sait clair que est-ce que je vais garder mon emploi? Oui, c'est clair. Il faut éviter tout ce qui est flou un peu. Donc, on pose les bonnes questions et des questions claires et pas très, 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 très vagues. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ah ben oui, c'est clair, on rencontre du monde à tous les jours. Mais c'est peut-être pas nécessairement la question qu'on se posait. Est-ce que je vais rencontrer, par exemple, comme un amoureux bientôt? Là, c'est un peu plus précis. Donc, il faut vraiment faire attention aux questions qu'on pose aux oracles, comme à nos outils divinatoires. Ceci dit, on va commencer par l'astrologie. Bon, tout le monde a entendu parler de l'astrologie. Je ne ferai pas vraiment des gros détails sur, comme qu'est-ce que l'astrologie, puis comment l'utiliser, etc. De toute façon, je ne suis vraiment pas spécialisée là-dedans. C'est plus Anissa qui est notre experte en astrologie. Vous pouvez aussi aller sur sorcellerie.net sur le forum Art Divinatoire. Il y a tout plein d'informations sur l'astrologie. Vous pouvez même apprendre à faire vous-même vos cartes, vos analyses, etc. C'est vraiment, je vous le recommande fortement. Donc, l'astrologie, il y a différents types d'astrologie, comme qu'on voit là. Il y a l'astrologie occidentale, qui est celle qu'on connaît avec les 12 signes du zodiaque normal. C'est calculé, en fait, selon justement la position du soleil lorsque on vient au monde. Il y a différents signes, comme par exemple, il y a Capricorne, il y a Cancer, il y a Vierge, il y a Sagittaire, il y en a, c'est tous les signes astrologiques qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment l'astrologie qui est, je dirais, une des plus populaires, une des plus utilisées. L'astrologie chinoise, je crois qu'on la connaît beaucoup. C'est Bouddha qui aurait, selon la mythologie, demandé aux animaux de venir le rejoindre pour vraiment établir comme une astrologie, une façon de voir l'avenir. Mais il y a simplement 12 animaux qui se sont présentés. Et l'ordre des animaux qui se sont présentés, c'est l'ordre de l'astrologie chinoise. L'astrologie chinoise, par exemple, il y a le singe, il y a le cheval, il y a le chat, il y a le chien, il y a toutes sortes d'animaux. Puis chaque animal a sa personnalité, a son caractère, et aussi, on s'associe ici. En fait, je dirais que c'est un signe par année, mais c'est pas tout à fait ça parce que les dates des années changent à chaque année. Ensuite, on a, en fait, l'astrologie était utilisée depuis la nuit des temps. Tous les peuples ont utilisé l'astrologie, c'est-à-dire c'est l'analyse des astres, des étoiles, de la position du soleil, de la lune dans le ciel. Tous les peuples l'ont utilisé, dont les Égyptiens, que eux, avec le ciel, ils essaient de prédire les crues du Nil, le temps favorable pour pouvoir semer comme leur plan, etc., etc. Les Celtes, les Gaulois, que eux, ils avaient divisé le ciel en 21 arbres de la destinée dans lesquels ils prédisaient l'avenir. Les Mayas, les Aztèques, qui, eux, quand on naissait, ils avaient établi une astrologie où est-ce que quand un bébé naissait, un prêtre devait faire sa carte astrologique et cette analyse-là permettait de savoir la destinée de l'enfant. Cet enfant-là est destiné, par exemple, à être un forgeron. Donc, l'enfant, toute sa vie, va apprendre à être forgeron. Il n'y avait comme pas vraiment le choix. C'est dommage un peu, mais eux autres, ils fonctionnaient de cette façon-là. C'est l'analyse décidait du rôle de la société que l'enfant allait avoir. Il y a aussi l'astrologie hindoue
que c'est assez compliqué, cette astrologie-là, parce que c'est un zodiaque lunaire. Bref, c'est selon la position de la Lune. Il y avait 27 maisons ces 27 maisons-là étaient divisées en 5 animaux, puis, tu sais, pour les divinités et tout, et tout, et tout. Puis, justement, on pouvait aussi analyser la personnalité de l'enfant, la personnalité, ce qu'il allait vivre, etc. Puis ça, c'est seulement quelques lieux d'astrologie, parce que, comme je le dis, tous les peuples utilisaient l'astrologie. Le peuple arabe ont été, je dirais, j'ai pas vraiment envie de dire un des premiers, mais le peuple babylonien a vraiment commencé à établir, comme une analyse par les astres que les Arabes ont comme popularisé un peu. C'est grâce à eux que l'astrologie est ce qu'elle est aujourd'hui. Ils l'ont comme développé beaucoup, 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 beaucoup. Et ensuite, c'est sûr que les Arabes se sont promenés, mais pas tant. Mais notre astrologie à nous est surtout basée avec la leur. Sinon, les autres, ils ont comme développer leur propre astrologie. Parce que les étoiles, c'est toujours assez mystérieux, c'est toujours assez étrange. Et l'homme a toujours voulu essayer de savoir, de comprendre ce qui se passait là. Et il voyait la représentation des dieux à l'époque. Donc, ensuite, il y a différents types d'arts divinatoires que je vais survoler un peu avec vous. La bibliomancie, en fait, là, j'ai mis des petites parenthèses en livre parce que, tu sais, des fois, il y a certains arts divinatoires que c'est assez logique. Il y en a d'autres que ça l'est vraiment pas. La bibliomancie, en fait, c'est de tirer des présages par des livres sacrés, des livres nobles, comme on dit, des livres qui sont, tu sais, comme, pas nécessairement sacrés comme la Bible, le Coran, etc., mais sacrés pour nous. Si moi, un livre, par exemple, c'est mon livre par excellence, je ne jure que par lui, je l'adore, ce livre-là, il peut être utilisé pour, comme art divinatoire pour faire de la bibliomancie. C'est une pratique que normalement les religions courantes n'aiment pas qu'on utilise parce que de base c'était utilisé sur des textes sacrés vraiment comme la Bible, comme l'Ancien Testament, le Coran, etc. C'était utilisé de cette façon-là. Bref, il y a différentes façons de pratiquer cet art divinatoire-là. Il y a, par exemple, on prend un livre fermé à plat et avec une aiguille en or. On peut dire que ça peut être à peu près n'importe quelle aiguille. L'important, c'est qu'elle soit bien chargée. On laisse glisser l'aiguille sur le bord du livre. J'ai-tu un gros livre ici? J'en ai un ici. Par exemple, on laisse glisser le livre sur le pan ici. Puis, à un moment donné, aussitôt que l'aiguille accroche, on ouvre la page et on peut, avec le doigt ou l'aiguille, on la laisse glisser dans la page et aussitôt qu'on sent que ça accroche, on arrête, on lit le mot ou la phrase qui est là et c'est la réponse à notre question. Souvent, il faut lire entre les lignes. Hein. C'est vraiment de l'interprétation et non pas une réponse claire. Il y a aussi les yeux fermés. On peut tout simplement, dans une bibliothèque, choisir un livre au hasard, l'ouvrir et sélectionner comme une page et une ligne avec notre doigt en se concentrant sur la question. Là aussi, c'est de l'interprétation. C'est une autre façon de faire de la bibliomancie. Une autre façon aussi, c'est de laisser un enfant qui n'est pas capable de lire, qui ne lit pas du tout. On lui dit, va choisir un livre. En fait, c'est comme... Dans cette croyance-là, c'est comme si la pureté d'âme de l'enfant va choisir le bon livre, va choisir la bonne page et va choisir la bonne phrase ou le bon mot dans le livre. Parce que l'enfant ne sait pas lire, il n'est pas... il ne peut pas choisir le mot qu'il veut, il ne peut pas choisir un mot qu'il connaît parce qu'il ne le sait pas. Donc, tout simplement, il va choisir, sélectionner et ça peut donner une réponse à interpréter. Il y a aussi une autre façon de faire. Ça commence à être un petit peu plus compliqué par contre, c'est avec un dé. À chaque jet de dé, ça détermine par exemple le numéro de la page, le numéro de la ligne, à lire. Donc, mais là, ça commence à être compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de... Si on choisit un livre avec 100 pages, un dé à 100 côtés, c'est un peu plus difficile à trouver. Mais on peut décider de faire plusieurs jets de dés. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment comment on le sent.
L'important, c'est vraiment d'ouvrir le livre, d'interpréter, d'avoir la réponse à notre question selon, selon ce qu'on découvre en ouvrant le livre. Ensuite, la cafédomancie ou la tasséomancie. Ça, on le connaît tous, on l'a tous vu autant dans des films ou comme dans nos histoires, etc. En fait, j'ai pas mis de parenthèse parce que c'est quand même assez clair, c'est l'art de lire le marc de café ou les feuilles de thé quand on le boit, quand on le fait. En fait, la méthode, parce que le cafédomancie, évidemment, c'est le café. Tasséomancie, il y a aussi la thédomancie, que c'est plus le thé. C'est un art divinatoire qui est venu, qui a été pratiqué de plus en plus avec le temps et quand même plus ou moins récent comme art divinatoire, mais quand même. Bref, l'idée, c'est de se verser un café, de le boire lentement en pensant à la question qu'on veut. Vraiment pas de faire je le bois puis ça finit là. On le boit lentement. Rendu là, il y a différentes façons de le faire. Bref, quand on a terminé, c'est sûr qu'il y a toujours un tout petit fond. On peut tout simplement revirer la tasse pour que l'excédent de liquide tombe et que le marc de café ou les restants de feuilles de thé restent collés dans le fond et sèchent. On doit attendre une demi-heure, une heure que ça sèche dans le fond de notre tasse. Il y a aussi une autre façon de faire, c'est d'essayer de mettre un peu d'eau chaude dans le fond, puis de brasser la tasse ou tout simplement de le verser dans une assiette. Et les dessins que ça fait, on peut l'interpréter. C'est vraiment une question de dessin. On le voit un peu dans Harry Potter, la tasséomancie, un peu quand ils essaient d'interpréter comme les feuilles de thé après d'avoir bu leur thé. Donc, oui, des fois, il y a des symboles qui sont quand même assez clairs, d'autres moins, mais il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres avec tous les symboles, puis qu'est-ce que ça veut dire, etc. Si c'est quoi qui vous intéresse, mais je vous recommande fortement d'aller plus dans cette direction-là, même pas nécessairement acheter un livre sur Internet, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'informations qui s'y trouvent. Ensuite, la capnomancie. C'est une divination par la fumée. En fait, quand on fait brûler de l'encens, quand on fait brûler comme un tout petit feu ou on regarde la fumée qui monte, qui se déplace, etc. Et on peut poser une question et selon la direction que prend la fumée, selon si la fumée monte en ligne droite ou est plus diffuse vers le bas, ça répond comme si plus une réponse favorable ou moins. La capnomancie était beaucoup utilisée, a déjà été utilisée d'ailleurs pour, comme dans l'histoire de Caïn et Abel, dans la mythologie comme catholique. En fait, il y en a un des deux qui a fait Abel a fait un sacrifice pour Dieu. La fumée a monté, donc Dieu acceptait son sacrifice. Quand Caïn, lui, a voulu faire son sacrifice, la fumée allait plus vers le bas, descendait plus vers le sol. Donc, il interprétait ça comme son sacrifice était refusé par Dieu et ça aurait généré de la colère qui a amené éventuellement Caïn à tuer son frère. Il faut interpréter... tout dépendant de ce qu'on fait brûler, évidemment, parce que on peut interpréter l'odeur. Évidemment, quand on fait brûler de l'encens, c'est pas mal nous qui choisissons l'odeur, mais la façon que l'odeur est, que l'encens est brûlé, que le bois est brûlé, des fois, on peut sentir une odeur légèrement différente, tout dépendant ce qui se passe, tout dépendant. En fait, c'est notre interprétation, fait qu'on l'interprète de façon différente. C'est la direction que la fumée prend, l'odeur, son aspect aussi. Est-ce que la fumée est plus noire, est plus grise? Est-ce qu'elle prend certaines couleurs? Donc, nécessairement, c'est avec la pratique, on finit par être bon. En fait, tout demande de la pratique. Ensuite, la cartomancie. Ça, c'est un art divinatoire qui est très, très, très connu, évidemment. Ça utilise des cartes à jouer assez ordinaires. Je vais vous le montrer. C'est vraiment des cartes très ordinaires. Comme ça ici, des cartes à jouer qu'on utilise
et qu'on interprète. En fait, on brasse les cartes et tout simplement, tout dépendant où est-ce que, quelles cartes sont pigées, dans quel ordre, c'est quoi les cartes environnantes autour, ça peut, on peut annoncer l'avenir avec ça. On peut aussi, comme répondre à une question. On pige une carte. Est-ce que c'est une carte favorable? Oui, non. Ça peut donner des réponses oui, non. Quand on veut avoir un tirage plus en profondeur, avec un petit peu plus d'analyse, là, c'est un gros tirage. Il y a différentes méthodes et encore là, vous pouvez en trouver beaucoup sur Internet. Vous pouvez, il y a des livres aussi sur la cartomancie qui existent. Et là, il faut voir vraiment une différence entre la cartomancie et le tarot. Parce que la cartomancie, c'est vraiment des cartes ordinaires. Tandis que le tarot, c'est des cartes de tarot. C'est des cartes spéciales, préalablement comme dessinées avec des symboles et tout. Dans la cartomancie, ce qui est bon aussi, c'est quand on utilise... En fait, il faut toujours utiliser le même jeu de cartes parce qu'évidemment, on le charge de notre énergie. C'est de mettre un X ou une barre. Parce que dans les cartes, il y a aussi quand les cartes sont inversées ou pas. Quand on tire les cartes, puis des fois ça dit, je sais pas moi, le 10 de trèfle, inversé veut dire une autre façon. Parce que des cartes inversées, souvent, c'est pas vraiment bon signe quand une carte est inversée normalement. Donc, quand elle est inversée, ça veut dire ça, mais c'est parce que les cartes de base, il n'y a pas de droit et de... pas droit, en fait, pas les miennes. Je sais qu'il y a certains jeux de cartes assez spéciaux qui l'ont, mais dans ces cas-là, si vous utilisez des cartes comme moi, vous pouvez mettre un X en bas. Vous savez que le X est en bas à droite, par exemple, donc quand elle est inversée, elle se retrouve en haut à gauche. Donc, c'est plus une façon visuelle de pouvoir mieux interpréter les cartes. Donc, c'est ça, c'est plus... la cartomancie, c'est quand même très, très, très connu et c'est une façon de tirer aussi qui coûte pas cher, en fait. On n'a pas besoin d'acheter de tarot, d'acheter de runes, d'acheter des matériels divinatoires. On a simplement besoin de faire quelques recherches sur Internet. C'est sûr qu'il y a des sites pas trop fiables, mais on peut faire quelques recherches sur Internet et tout simplement utiliser un jeu de cartes bien ordinaire pour pouvoir commencer à tirer aux cartes. Ensuite... on a la catoptromancie, qui est comment faire de la divination par les miroirs. En fait, la catoptromancie, c'est... en fait, on fixe une surface brillante. Ça peut être un miroir, ça peut être de l'eau dans un bol, ça peut être un bijou brillant comme de l'argent. Ça peut être tout plein de choses comme ça que, en fait, on voit un reflet, on voit autour. Bref, en le regardant, en le fixant, ça provoque, on peut quasiment dire, des hallucinations que ces images-là, on peut interpréter. Évidemment, si on a des hallucinations sans regarder un miroir, là, on parle d'un tout autre sujet. C'est vraiment, quand je parle d'hallucination, c'est vraiment de se mettre dans un mode de, comme de concentration, comme intense, qu'on rentre comme dans un autre monde, et là, on a des hallucinations. On ne parle pas de drogue ici non plus, on ne parle pas de maladie mentale, c'est vraiment de quoi de très contrôlé, c'est comme avoir une transe. C'est le mot que je cherchais, c'est une transe. Bref, donc c'est en regardant les images, on peut interpréter. Il y a, ce type de divination-là était beaucoup utilisé il y a longtemps, quand que, par exemple, on voulait savoir qui avait volé chez moi, qui était entré et volé, qui est l'amant de ma femme. Donc, ils utilisaient ça, puis l'image qu'ils voyaient dans le miroir était le coupable. Donc, c'était très utilisé. Est-ce que c'était fiable? Ça, je ne l'ai pas lu, par contre. Ensuite, un autre type d'art divinatoire qu'on connaît très bien, la chiromancie, et qu'on connaît peut-être un peu moins bien, la chirognomonie et la pédomancie. En fait, la chirognomonie, c'est en fait la forme de la main qu'on interprète. Quand avoir une main grande, une main épaisse, avoir une grosse main de travailleur ou des petites mains comme de musicien ou d'artiste avec des longs doigts, ça s'interprète de cette façon-là. Ça nous donne plus notre personnalité, comment on va vivre notre vie, etc. La pédomancie, c'est la même chose que la chiromancie, en fait, mais c'est pour les pieds. C'est analyser les lignes des pieds.
chacun son trip. Mais la chiromancie, c'est vraiment l'art divinatoire qui est le plus utilisé. En fait, c'est d'être capable de lire les lignes de la main. On a la ligne de vie, la ligne de tête, puis en analysant toutes les petites barres qui coupent les X, les ronds, les petites îles qui sont autour comme de nos lignes, ben, ça nous donne un peu notre personnalité, qu'est-ce qui va arriver. Dans la ligne de vie, ben, des fois, il peut y avoir une fourche pour dire, oh, il va arriver quelque chose, ou est-ce que je vais avoir un choix à faire, ou que je peux avoir, ben, certains parlent d'accidents. Il y en a beaucoup qui aiment bien être des prophètes de malheur. Donc, qu'on va avoir un choix à faire, il va se passer quelque chose de majeur. Donc, on peut analyser ça. Et les doigts, c'est pas simplement les lignes pour la chiromancie, parce qu'il y a des monts autour ici avec quand il y a des espèces de petits quadrillés, ça veut dire une certaine chose. Donc, c'est un art, parce que c'est vraiment un art, parce qu'il y a tellement de détails, il y a tellement d'analyses qui peut être fait avec la chiromancie. Il y a des tonnes de livres qui en parlent, des tonnes de sites internet qui en parlent aussi. Euh, je peux pas dire que certains se contredisent. La majorité du temps, c'est pas mal la même information qui véhicule. Mais encore là, il faut faire attention. Hein, c'est pas parce qu'on s'est écrit qu'on va avoir, par exemple, un accident ou qu'il va arriver quelque chose de majeur qu'il faut juste l'attendre. Des fois, juste le fait de le savoir, ça va minimiser un peu l'impact de cet événement majeur-là. Bref, la chiromancie qui est très populaire. En fait, avant, il y avait beaucoup de personnes qui la pratiquaient. Quand que l'Église catholique a carrément, tu sais, comme dit, c'est interdit, vous n'avez plus le droit de le faire, tu sais, comme, ça fait partie de la sorcellerie, bref, c'est interdit. C'est plus évident, c'est des personnes qui se promenaient, qui faisaient comme des spectacles, ils étaient très... ils voyageaient beaucoup, beaucoup dans toutes les villes pour essayer d'avoir un peu d'argent et vivre un peu selon leur mode de vie qui était moins sédentaire, bref. C'est la cléromancie. La claviculomancie, en fait, ça, je ne sais pas si tout le monde le fait. Moi, depuis que je suis enfant, c'est un art divinatoire que je faisais régulièrement avec ma maman. Et je ne le savais même pas. En fait, quand on fait cuire un poulet, il y a toujours le petit os de poulet. Le petit os là, qui est comme... je pense qu'il est ici dans le poulet, là, qu'on faisait sécher. Et ensuite, on était deux personnes, on prenait chacun notre bout, on faisait un souhait, et en tirant chacun de notre côté, nomade, oui, ça aussi. Bref, on continue à dire, quand on tirait chacun de notre côté, celui qui gardait le gros bout qui est en bas, parce que c'était deux petits os, l'avoir, je vous l'aurais montré, ces deux petits os avec une espèce de bulbe. Quand on tirait, celui qui gardait la grosse partie du bulbe, c'était une réponse positive au souhait qui a été fait. Des fois, quand la réponse était négative, pour l'avoir vu, parce que pour l'avoir fait des centaines de fois dans ma famille, quand on tirait et que le bulbe restait sur ni l'un ni l'autre, était littéralement propulsé dans les airs, c'est une réponse négative pour les deux. Ou des fois, il se divisait littéralement en deux. C'est vraiment... c'est un art qui est très, très, très amusant et franchement, je le pratique encore avec mon garçon. C'est vraiment pour s'amuser, mais on peut vraiment poser une question, puis c'est des réponses vraiment oui, non. Fait que la question, il faut vraiment faire attention comment on la pose. C'est vraiment une réponse oui, non. Ensuite, la clédomancie. C'est un art divinatoire qui était très utilisé dans le temps. Je suis pas sûre si c'est encore utilisé aujourd'hui, mais je le trouvais quand même assez intéressant pour pouvoir vous en parler. En fait, on se pose une question, on se concentre sur notre question, mais on se promène dans une foule. Et une foule où est-ce qu'il y a beaucoup tu sais, comme il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de personnes qui parlent, etc. Et les premiers mots qu'on entend, c'est des mots qui doivent être interprétés ensuite pour qu'on interprète par la suite, là, qui nous donne notre réponse, en fait. C'est vraiment... tu sais, des fois, quand on se concentre dans une foule, il y a des mots qu'on entend plus que d'autres. C'est des mots au hasard, littéralement hors contexte, qui nous donnent la réponse à notre question. Donc, encore là, c'est de la concentration et c'est vraiment un peu de disposition.
Bref, il y a ensuite la cristallomancie, qui est l'art divinatoire d'analyser une boule de cristal. Ça, c'est un art divinatoire qu'on voit beaucoup encore là dans les films. Les gitans aussi s'en servaient. Et moi, ben, euh, dans les parties privées que sorcellerie.net se faisait, on a déjà fêté mon anniversaire et on m'en a acheté une superbe boule de cristal. Je vais vous la présenter. Elle est magnifique. Regardez, une excellente boule de cristal. Elle se tourne même. Elle est magnifique. La boule de cristal, normalement, en fait, la boule elle-même, ici, il faut éviter de la toucher à tout prix parce qu'on laisse des traces. Il faut qu'elle soit absolument propre pour ne pas voir une tache au lieu de voir ce qu'on veut voir. Bref, quand on se concentre dans la boule et dans le même principe que pardon, que le miroir, que la catoptromancie, euh, la transe qu'on rentre nous permet d'avoir des hallucinations, de voir des images dans la boule de cristal. On entend souvent dans les films pour dire ah, je vois, oh, une personne assez laide qui a un gros nez. Ah, non, non, c'est votre reflet, monsieur, je suis désolée. C'est quand même assez drôle, mais normalement, il faut éviter les reflets et se concentrer vraiment sur les hallucinations qu'on peut avoir au travers de la boule. C'est des images. Ça peut être des images autant de notre passé à nous, parce que quand on se concentre, par exemple, sur une autre personne, c'est beaucoup d'interprétation, comme je disais. Hein? Donc, on peut, selon ce qu'on voit, ce qu'on on ressent, des fois, on voit des images de ce qui s'est passé dans notre passé et on se dit, oh, moi, il m'est arrivé ça. Donc, tu sais, on peut essayer de transposer ça aussi vers la personne qu'on est en train de lire. Je sais pas, on a eu comme un accident et on voit notre propre accident pour dire, oh, faites attention, monsieur, soyez plus vigilant, il est possible que vous ayez, qu'il vous arrive un accident, etc. Même si on voit l'image de ce que nous, on a vécu, ben, il faut l'interpréter pour la personne avec laquelle on fait de la divination. Donc, ma merveilleuse boule, Dead Breeze qui se souvient quand je l'ai reçue, oui, tu étais là, je suis convaincue. Elle était, j'étais tellement contente quand je l'ai reçue. Donc, il va falloir que je la nettoie parce que je l'ai touchée. Bref, la boule de cristal, normalement, on évite. On peut essayer, pour se mettre en transe, on peut faire comme on voit dans les films, essayer de mettre de l'énergie dans la boule parce que, évidemment, il faut aussi la charger d'énergie pour qu'elle puisse vraiment comme répondre à nous. Ensuite, on a la kybomancie, qui est un art divinatoire par jet de dés. Il y a en fait, à l'époque, c'était pas nécessairement des dés comme qu'on connaît aujourd'hui, c'était plus des petits oscillets, c'était plus des petits coquillages, c'était plus... Mais aujourd'hui, on peut vraiment utiliser des dés, surtout qu'on a des dés comme à 20 faces, par exemple, où est-ce qu'on peut mettre, comme, où est-ce qu'il est écrit des lettres, parce qu'en jetant des dés, il peut nous sortir des lettres et on peut avoir, comme un mot ou une phrase à interpréter pour la réponse qu'on veut. Les Grecs utilisaient beaucoup la kybomancie comme oracle d'amour, pour savoir comme tout ce qui est en lien avec l'amour, avec Aphrodite, etc. On utilise beaucoup les dés d'entre 6 et 20 faces, justement, en mettant des chiffres ou des lettres pour essayer d'avoir comme, comme justement, une série de chiffres ou des mots à interpréter. On en jette comme plusieurs jusqu'à temps qu'on... En fait, ça va surtout sur le ressenti parce que les arts divinatoires, c'est comme si notre cerveau se connecte à l'univers qui forme un chemin jusqu'à notre main. Donc, il faut éviter, je vais compter, je vais faire 20 coups. Non, tu fais des coups jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu te dises « Stop, c'est assez, j'en ai assez ». Il faut vraiment rentrer en transe, en fait, pour pouvoir ressentir vraiment ces énergies-là. Ensuite, il y a la géomancie. La géomancie, c'est quand même assez compliqué. C'est un art divinatoire que je ne pratique pas du tout parce que, comme je le dis, c'est assez compliqué. En fait, on trace des lignes,
On trace des points par hasard sur une feuille de papier et on interprète un peu ce qui va arriver. Dans le temps aussi, il faisait des jets de cailloux pour pouvoir, puis il analysait un peu les symboles, parce que quand on regarde, on fait un peu de recherche sur sur la géomancie, on voit que c'est surtout des petits points placés de façon différente qui ont des interprétations vraiment précises. Je crois ici que j'ai... je crois ici, pas là. L'instant que je cherche. Ah ah! Regarde, il y a des figures géomantiques ici que je veux vous montrer. C'est vraiment tous des petits points. Puis ces petits points-là veulent dire certaines choses, ont des significations. Mais c'est tous des calculs mathématiques avec des jets de pierre et tout. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et j'embarquerai pas plus dans les détails parce que c'est vraiment un art là aussi. Il y a beaucoup de sites internet qui en parlent, qui expliquent comment que ça fonctionne et des livres aussi. Ensuite, la nécromancie. Vous allez me dire, oui, mais un instant là. La nécromancie, c'est plus une pratique qu'un art divinatoire. Je vous dirais pas tout à fait. Parce que la nécromancie, c'est une mancie. Mancie, c'est vraiment un mot qui veut dire prédire. C'est un art divinatoire. Donc, parce qu'on voit depuis tantôt qu'on parle de mancie. C'est un art divinatoire, en fait. Un art divinatoire qui utilise l'âme des morts, qui est pratiqué souvent dans les cimetières, avec des crânes, pas nécessairement humains, ça peut être des crânes des animaux aussi, des os d'animaux. On essaie d'avoir, que les morts, en fait, nous soufflent l'avenir, nous soufflent ce qui va arriver avec des rituels et tout, dont certains, à l'époque, qui étaient, disons-le, assez dégoûtants. J'ai lu des histoires comme quoi que certains nécromanciens mangeaient des cerveaux pour pouvoir se mettre en transe, pour pouvoir vraiment savoir, savoir l'avenir, avoir une interprétation de l'avenir. Donc, c'est vraiment c'est un rite spécial. On peut communiquer avec les morts comme ça, mais il y a beaucoup d'art divinatoire qui est utilisé pour... en fait, dans le temps, c'était utilisé comme des arts divinatoires. Dead Breeze, qui quand même connaissent un peu ce domaine-là, mentionne qu'il y a beaucoup de mensonges sur le net ou dans les livres sur le sujet de la nécromancie. Où il faut vraiment faire attention parce que autant qu'il y a des personnes qui vénèrent ça, qui inventent toutes sortes de choses totalement dégueulasses, totalement honteux, que c'est comme une grosse histoire. En fait, oui, il y a eu des sacrifices dans le passé, mais comme qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut absolument pratiquer dans un cimetière, qu'il faut un crâne humain, il y a des choses qui ne se fait pas, qu'il faut éviter d'associer un peu avec la nécromancie. C'est en fait de base, c'est vraiment communiquer avec les morts pour pouvoir essayer de prédire l'avenir, essayer de savoir des choses. Comme par exemple, comme je disais tantôt, est-ce que qui m'a volé pour avoir de l'information comme ça? Dead Breeze poursuit en disant que la nécromancie a été diabolisée un peu naturellement avec ce qu'il engendre. Mais les légendes urbaines ont aussi mis un voile intense sur la pratique. Ben oui, parce que surtout dans un peuple on était très, 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 très catholique, que la nécromancie, c'était le mal, c'était Satan, c'était vraiment le mal le plus intense. Le net poursuit beaucoup, beaucoup, beaucoup ce type d'informations-là. Il faut vraiment relativiser un peu et essayer de voir, de lire au travers des lignes. Il y a des livres quand même qui existent sur le domaine. Si ça vous intéresse, pas nécessairement de le pratiquer, mais vraiment d'essayer d'approfondir ce type pour votre connaissance personnelle, parce qu'on n'a pas besoin de le pratiquer pour le lire, parce que souvent la connaissance personnelle permet de briser les tabous. Et je parle de la nécromancie aujourd'hui justement pour ça, essayer de briser un peu les tabous sur ce type de pratique-là.
Ensuite, la numérologie, c'est très, très, très utilisé aussi. Il y a beaucoup de personnes que, tu sais, bon, un enfant naît ou nous, je vais avoir ma numérologie. Ça dit, en fait, c'est des chiffres de c'est des chiffres de 1 à 9 qui dit un peu notre chemin de vie, qui parle, tu sais, comme ils peuvent faire des thèmes natals avec ça pour voir dans notre cycle de vie, on est rendu à quel cycle. Et chaque chiffre de 1 à 9 représente un cycle qui peut être interprété. Et là, ça marche, c'est des calculs mathématiques selon, tu sais, comme chaque lettre de l'alphabet correspond à un chiffre qu'on additionne parce que on fait des additions jusqu'à temps qu'on tombe sur un chiffre entre 1 et 9. On calcule aussi la date de naissance avec l'heure de naissance. En fait, c'est beaucoup, beaucoup de calculs mathématiques pour essayer de voir c'est quoi notre chemin de vie, qu'est-ce qui va arriver. C'est vraiment très, très, très détaillé. Puis pour en avoir reçu un moi-même, on me l'avait offert. Ben, je sais, bon, ils disent entre 20 et 40 ans, je vais vivre de tel type d'expérience qui vont apporter tel type de choses. Après 40 ans jusqu'à 60, là, c'est tel autre type d'événement qui va arriver. Il y a des logiciels aujourd'hui qui font de la numérologie pour faire tout ce type de calcul-là hyper compliqué. Donc, tu sais, idéalement, si vous n'avez pas nécessairement besoin d'acheter des logiciels, c'est sûr que ceux qui le fabriquent veulent le vendre. Mais vous informer sur ce type de pratique-là, c'est vraiment très, très, très... C'est très intéressant, en fait, parce que ça donne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Comme avec le film Le Nombre 23, en fait, en numérologie, le nombre 23 n'existe pas. 23, ça veut dire c'est 5. Parce que quand on tombe sur un chiffre avec une dizaine ou avec une centaine, il faut les additionner entre eux. Donc, 2 plus 3 égale 5. C'est plus ça, la numérologie. Ensuite, ma pratique divinatoire préférée, l'onéomancie. En fait, c'est l'analyse du vin. Bref, vous me trouvez bien drôle ici. En fait, quand que j'ai feuilleté les arts divinatoires pour vous en présenter, si je l'ai trouvé assez drôle et vraiment, je la pratiquais sans le savoir aussi. Non, c'est une joke. En fait, on analyse, comme la couleur du vin, on analyse ses reflets ou ce qui se passe pendant qu'on est en train de le boire. Moi, d'habitude, on est toujours bien relax quand je bois mon vin, donc c'est bon signe, je mène une bonne vie. Ceci dit, c'est une pratique que je crois pas qui est vraiment très utilisée. C'était une petite blague en passant. Ensuite, l'oniromancie, ça aussi, c'est un art divinatoire qui est très, 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 très connu. C'est l'art d'analyser les rêves comme qu'on a en dormant. Il y a différentes il y a différentes façons de penser. En fait, il y en a qui croient que... Puis je demande si ça fonctionne avec le fort. Non, simplement avec le vin. C'est quand même, c'est bon le vin. Quoique le fort, les ressentis que tu vas avoir en le buvant risquent d'arriver pas mal assez vite. Puis on appelle ça être sous l'effet de l'alcool. Bref, pour revenir à ce que je disais, l'oniromancie, il y a différentes façons de penser. Il y a des personnes qui croient que tout ce qu'on rêve doit être analysé. Tous les symboles, on voit un chien, on voit comme un arbre, donc ça a nécessairement une interprétation. Puis il y a des livres d'analyse des rêves qui sont quand même assez développés. Et quand on essaie d'analyser les rêves, le problème, c'est qu'on oublie le 3/4 de ce qu'on a rêvé. On en oublie le 3/4. Donc, tous les détails, il y a beaucoup de détails qui nous échappent. C'est assez vague. Personnellement, moi, je plus pour la seconde façon de penser. En fait, tu as différents types de rêves. Tu as les rêves qui sont associés à... puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça discuter avec vous dans un autre stream. Mais là, je vais vraiment juste le couvrir de façon très légère. Il y a des rêves qui sont liés directement à ce qu'on vit tous les jours. Bref, quand on dort, le cerveau assimile ce qu'on a appris au courant de la journée et c'est normal qu'on rêve de façon imagée de ce qu'on a appris au courant de la journée. On écoute un film qui nous frappe, qui nous frappe de façon comme émotionnellement assez intense. Donc, c'est normal de rêver, d'interpréter ce type de choses-là et de le rêver. Et il ne faut pas voir là une mancie, il ne faut pas voir là un rêve interprété. En fait,
les rêves qui sont vraiment divinatoires, on se sent différent dans le rêve. On rêve, c'est comme si, c'est comme un rêve normal, mais il n'y a pas d'effet extraordinaire dans le rêve. Par exemple, le fait de voler, le fait je parle de voler dans les airs, le fait d'avoir, tu sais, comme de lancer des boules de feu, et etc. C'est un rêve comme une vie normale. Et quand on le vit ensuite, on se dit, wow, attends un peu là, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça, quelque part. On l'avait rêvé avant. Des fois, on a des rêves, puis ces rêves-là sont quand même assez clairs. Il y a aussi, dans les croyances populaires, les dieux, les esprits, comme les êtres célestes peuvent se connecter à nous. En fait, ils profitent du moment, comme de détente, de relâchement quand on dort, pour pouvoir se connecter à nous et nous transmettre des informations, nous transmettre des conseils, nous transmettre des événements qui vont arriver dans l'avenir. Il y a souvent, c'est des personnes qu'on connaît qui sont décédées, qui viennent nous voir en rêve. Et c'est pas un rêve quand on parle avec les personnes, puis c'est comme un moment de la vie normale. Non, on dirait qu'on le sent dans le rêve. La personne, notre être cher qui est décédé, nous parle directement, nous donne des conseils, et des fois, on le reconnaît. On le reconnaît dans le sens que on lui dit « Je me suis ennuyée de toi. Ah, je te vois, je suis tellement contente de te voir, ça fait longtemps, puis j'ai beaucoup de choses à te dire, puis j'ai beaucoup de... » Et la personne nous transmet un message dans le sens de « Regarde, prends soin de... par exemple, prends soin des membres de ta famille. Il faut éviter la chicane. Prends soin d'eux pour pouvoir vraiment être là pour eux. » Et ils nous transmettent un message important. Fais attention à toi, fais attention. Et le message est quand même assez direct. Et on le sent dans le rêve. Pour l'avoir vécu, je peux vous le dire qu'on le sent quand même de façon assez intense. Et quand on se réveille, on a une charge d'émotion parce que justement, cette personne-là nous a manqué beaucoup. Et le fait de la revoir comme si elle revenait des morts, c'est quand même une sensation intense. Oui, Delbuse a dit, quand on se réveille et on a l'impression d'avoir été frappé par une émotion, oui, c'est vraiment intense. Les rêves, on peut aussi, tu sais, on s'en sert comme art divinatoire, mais souvent, tu sais, comme on peut rêver aussi de ce qui s'est passé dans le passé, dans nos anciennes vies, les rêves, c'est un sujet qui est excessivement large et que je vais éventuellement parler dans un de mes chiffres. On va continuer avec la radiesthésie, qui est l'art de manier le pendule. J'en ai plusieurs avec moi, dont ici, qui est avec un quartz. Un pendule, en fait, c'est une chaîne ou une corde. On a toujours un petit bout ici qui est rond ou qui est de sorte de forme, qui nous permet de le tenir entre les doigts comme ça. Et le pendule qui est plus lourd, qui penche. Évidemment, aussitôt que ma main bouge, le pendule bouge. Il faut vraiment s'assurer d'éviter de volontairement manier, de faire bouger le pendule. En fait, c'est un art divinatoire. Attends, je vais vous montrer mon autre que je vous ai montré tantôt. Ici, regarde, j'ai un petit quartz sur le bout qu'on met sur la main avec une petite chaîne. Et vraiment, ça ressemble vraiment à un pendule qu'on a l'habitude de voir. Bref, c'est un des plus anciens arts divinatoires. Il y a eu l'art divinatoire avec le bâton de sourcier qui est devenu un pendule parce que c'est plus précis, un pendule. En fait, tout dépendant de la question posée, quand on bouge le moins possible, quand le pendule fait des ronds comme ça, c'est une réponse positive. Et quand il fait des lignes comme ça, en ligne droite, c'est une réponse négative. Évidemment, faut vraiment se tenir comme il faut la main pour éviter de bouger le moins possible, parce que le pendule, c'est comme si l'univers se connectait à notre subconscient qui dirige en fait les mouvements de notre main, qui manie le pendule, ou littéralement le pendule, lui, vibre selon les énergies environnantes. C'est vraiment ça. Le pendule détecte les ondes électromagnétiques, les ondes magnétiques, pardon, et il bouge selon
selon ces ondes-là. On peut poser des questions pour avoir une réponse oui, non. Des fois, les pendules peuvent nous mener à des endroits. En fait, initialement, les bâtons de sourcier étaient utilisés pour détecter les sources d'eau, littéralement. Ils bougeaient, puis ils pointaient les sources d'eau, puis c'était étrangement quand même assez fiable. Donc, éventuellement, avec le pendule, il peut bouger pour répondre à vos questions, pour vous amener à quelque part, mais il faut vraiment, il faut avoir beaucoup de pratique, en fait. Puis, des techniques qu'on peut utiliser pour pratiquer le pendule, c'est qu'on met une carte bien ordinaire, là, comme d'un jeu de cartes, dans une enveloppe. On ne voit pas la carte et on essaie de deviner si la carte, elle est rouge ou elle est noire. C'est quel type de carte. On pose des questions et selon les mouvements du pendule. Et comme ça, on se familiarise graduellement à notre pendule qui devient, que là, on se pratique pour prendre de l'expérience pour éventuellement avoir des réponses beaucoup plus précises quand on utilise le pendule et savoir comment l'utiliser aussi. Dead Breeze mentionne qu'éventuellement, il va avoir une vidéo sur sorcellerie.net sur comment créer son propre pendule, parce que ça se fait très bien. Je vous donne un exemple. À l'époque, ils prenaient le cheveu d'une femme qu'ils attachaient à une aiguille. Ça peut être, comme peu importe le type de l'aiguille, ils attachaient ça à une aiguille qui, ça faisait office de pendule. Et souvent, c'était, ils appellent ça l'oracle. C'est-tu l'oracle d'Aphrodite? C'est-tu. C'est vers la mémoire, je ne vais pas vous induire en erreur, mais c'était souvent utilisé, c'était souvent un oracle pour, comme pour l'amour, En fait, l'amour des arts divinatoires, c'est quand même un sujet assez majeur parce que c'est pas mal ce que les filles, des fois les garçons veulent savoir. Il y a aussi une technique que j'ai moi-même utilisée dans le temps qui est quand même assez populaire dans ma famille et ailleurs, c'est le fait d'attacher une aiguille avec une corde et en frottant l'intérieur de la main ici, on laisse l'aiguille sur le dessus et selon les cercles et les lignes, ça pouvait déterminer le nombre d'enfants que tu allais avoir. Et si c'était des filles qui étaient des cercles ou si c'était des garçons qui étaient des lignes. C'est une autre façon d'utiliser, c'est comme, le pendule en fait. Ensuite, les runes. Ça aussi, c'est un art divinatoire. En fait, les runes peuvent être autant art divinatoire que des talismans, des signes de protection, qu'on grave autant sur du bois, qu'on peut graver sur de la pierre, qu'on peut graver à peu près n'importe où, simplement dessiner sur une feuille de papier ou sur un mur. Puis la symbolique de cette rune-là apporte la protection qu'on désire. Mais on peut s'en servir aussi comme art divinatoire. J'en avais mentionné un petit peu pendant que Dead Breeze fabriquait des runes, parce que allez voir sur YouTube, il y a un atelier de création de runes. Sur Twitch aussi, il est disponible la version longue et live de comment fabriquer une rune. Encore là, les runes, il faut il faut les purifier et il faut vraiment les mettre comme à notre énergie pour pouvoir bien les utiliser. J'en ai ici des runes qui sont magnifiques d'ailleurs, qui ont été fabriquées et que j'ai reçues. Et voilà, on les voit. C'est sur des pierres. Idéalement, il faut utiliser des pierres qui sont pas mal toutes pareilles, comme c'est le cas ici. Parce que une façon de faire de la divination par les runes, c'est d'utiliser un sac en soie ou en tissu opaque. Et nous, on pose notre question, on pige la rune, et la rune en tant que telle est la réponse qu'on désire obtenir. Oui, j'adore la couleur, moi aussi. J'adore le bleu. Donc, ça sort très bien. Bref, c'est ça sort. Mais il y a aussi d'autres façons de tirer les runes, comme on peut tirer le tarot. Dans les livres, il en parle beaucoup. Bref, c'est comme quand on va avoir une interprétation plus que du oui-non, il y a certaines façons de tirer les runes pour pouvoir, c'est comme la personne qui veut
en fait, le demandant, la personne qui veut avoir comme l'interprétation, tire les runes et selon la position, selon l'ordre qui a été tiré, il y a une interprétation assez précise pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans sa vie, dans ses amours, au travail, etc. Donc là aussi, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de livres qui en parlent, beaucoup de sites internet aussi qui en parlent. Et en fait, les significations des runes, présentement, on les met graduellement, tu sais, ils sont de plus en plus sur sorcellerie.net. Vous avez une liste assez très, très, très détaillée de la signification de la rune. Si vous voulez l'utiliser, par exemple, une rune comme ça, vous pouvez tout simplement la prendre si le symbole est ce que vous voulez, par exemple la santé, la joie, etc. Cette rune-là, vous pouvez la mettre dans un endroit spécial dans votre maison. Et le symbole va faire office de talisman, va vous apporter ce que vous désirez, la signification de la rune. La rune peut être dessinée, elle peut être portée. En fait, c'est vraiment un symbole. Et ça peut être aussi un art divinatoire. Bref, les runes, en fait, les runes que je vous ai montrées, c'est les runes Futhark, qui viennent de l'alphabet Futhark. C'est un alphabet germanique qui est quand même assez répandu dans ce coin-là. Il y a différents... Je sais qu'il existe différents alphabets de runes, mais le Futhark est vraiment le plus populaire, le plus utilisé. C'est une série de 25 runes aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il y en avait moins. Récemment, des fois, il y en a qui en mettent 24 ou 25, tout dépendant si on veut garder la rune Weird, qui est la rune vide, en fait. Il y en a certains qui n'aiment pas l'utiliser, mais d'autres que oui. Donc, ça dépend vraiment selon votre ressenti. Ensuite, le tarot. Le tarot, c'est un gros sujet parce qu'il y a différents types de tarot. Le tarot le plus populaire, qui est le tarot de Marseille, je ne sais pas si on le voit assez bien. Le tarot de Marseille, qui est le tarot le plus utilisé, c'est un tarot il y a 22... En fait, dans un tarot normal, il y a 22 arcanes majeures. Donc, c'est comme la papesse, le pendu, etc., etc. En fait, les arcanes majeures interprètent les leçons de vie à venir, les leçons de vie actuelles et à venir du consultant. Dans le tarot, on peut simplement tirer les arcanes majeures, mais les arcanes mineures aussi peuvent apporter un complément d'information. Ils apportent plus de détails, ils apportent plus de signification aux arcanes majeures. Mais c'est beaucoup plus compliqué à tirer parce que ça demande beaucoup plus d'interprétation de la personne qui tire les runes, en fait. Il y a 56 arcanes mineurs qui sont divisés en 4 groupes. Il y a les bâtons qui représentent l'élément feu, ça parle du travail, de la créativité, ça parle des affaires, c'est plus une question comme d'expression et justement là, comme de travail ardu. Il y a les coupes qui représentent l'élément eau, c'est plus les émotions. Les coupes sont très utilisées. En fait, quand ça sort, c'est beaucoup comme de l'amitié, de l'amour, c'est très, très, très émotionnel comme interprétation de carte. Les épées, ça représente l'élément de l'air et c'est plus l'intellect, la logique, justement comme l'intelligence. Mais c'est des cartes qui sont souvent représentées négativement parce que des fois, notre cerveau nous joue des tours. Et quand on commence à trop analyser, ben souvent on tombe dans l'animosité, la confusion, la lutte. Donc, les épées sont considérées beaucoup comme étant des cartes de combat un peu, de négatif. Mais c'est pas simplement le négatif. Il faut essayer, il faut pas vraiment se minder à ça. Il y a aussi les deniers, que représente l'élémentaire. En fait, c'est tout ce qui est terrestre, c'est tout ce qui est de notre tête physique, de nos besoins matériels, comme l'argent et tout, c'est vraiment les deniers. On dirait deniers dans le sens d'argent. Bref, comme le tarot est quand même assez... ça ressemble un peu à ça, là. Mais on le voit, ça, c'est des cartes qu'on voit souvent. Ça, c'est vraiment le tarot de Marseille de façon assez classique. Il y a différents autres types de tarot que moi, j'ai ici. J'ai, par exemple, le tarot d'Isis.
Il y a des tarots plus comme en fait dans les derniers streams, Dead Breeze en a présenté des decks de tarot. Il t'en a, j'ai envie de dire des milliers de decks de tarot. Donc c'est vraiment aller à votre choix. Et normalement un deck est toujours accompagné de son petit livre d'instructions. Donc vous pouvez tout simplement lire le petit livre d'instructions qui vient avec le tarot. Oh que oui, Dead Breeze, il y a du choix, vraiment. C'est vraiment selon, tu sais, justement, quand on va faire des achats, puis on veut acheter un deck de tarot, un paquet de tarot, il faut vraiment, tu sais, comme on les regarde, il faut vraiment y aller selon notre ressenti. Et non pas pour dire, je viens m'acheter tel type de tarot, oh, les images sont belles. Il faut vraiment y aller selon les émotions qu'on ressent à l'intérieur pour pouvoir choisir le tarot qui nous convient le plus. Puis des fois, ce tarot-là qu'on connecte plus facilement, ben c'est eux qui vont donner des réponses plus précises. Puis c'est assez épatant la précision que des cartes de tarot peuvent nous donner. Tu sais, des fois, on peut juste poser une question puis tirer une seule carte pour avoir une réponse. Il y a différents types, mais il y a aussi tout plein de méthodes de tirage de cartes de tarot. Le Yi-King. En fait, le Yi-King, c'est quasiment aussi compliqué que la géomancie, je dois dire. Mais ça, en fait, c'est un type de pratique qui fonctionne plus par nombre pair et impair, le yin et le yang. C'est une pratique qui, quand on utilise le Yi-King, ça répond pas par des questions oui-non. C'est vraiment ça donne des réponses plus complètes, plus de détails, ça donne des conseils, ça donne, c'est des réponses qui portent à réfléchir. Je crois que je peux vous montrer un peu les symboles. Symbole de ce que ça ressemble. Un instant. Ça ressemble un peu, je ne sais pas si on peut voir bien. C'est des symboles comme ça, le Yi-King, en fait. C'est deux petites lignes courtes ou des lignes longues. En fait, c'est comme si on prend des pièces de monnaie identiques, on utilise le pile et le face pour pouvoir savoir si c'est pair ou impair. Et chaque tir, comme pile ou face, donne des points qu'on calcule ensuite. Et là, on fait, c'est 6 tirés, en fait, c'est plusieurs tirés de sous qu'on calcule. Bon, j'ai 2 faces, j'ai une pile, donc ça donne, si je calcule, bon, 3 plus 2, ça donne tant, parce que il y a, comment j'avais écrit ça? Le pile vaut 3, le face vaut 2, donc en faisant le calcul de chaque tir, ça donne un chiffre, par exemple 8, qui est pair, donc c'est 2 petites lignes. Quand on tombe sur un chiffre impair, c'est une ligne. Et c'est 6 tirés c'est 6 tirages, pardon, parce que c'est les symboles, c'est 6 lignes ou double lignes, en fait. Ensuite, on les divise par trigramme, en fait, le trigramme supérieur et inférieur. Et avec un tableau, ça détermine un chiffre. Je peux vous le montrer, en fait. Je pense que ça va être pas mal plus clair que me regarder faire des signes. Selon, ici, on le voit très bien, selon les symboles, comme du haut et du bas, ça nous donne un chiffre. Et ensuite, le chiffre nous représente, comme on peut tout de suite aller le voir, parce que chaque interprétation est suivie d'un chiffre. Donc, on peut ensuite aller lire l'interprétation de notre tirage. C'est quand même de quoi qui est assez long, mais ça donne quand même beaucoup d'éléments à réfléchir. Ensuite, ça complète pas mal mon stream. Je pensais pas faire autant de temps que ça. Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai expliqué? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres types d'arts divinatoires que je n'ai pas mentionnés ici. J'ai seulement survolé un peu les arts divinatoires qui existent, qui sont quand même plus souvent pratiqués, ou mes préférés comme de mon côté, parce qu'on pratique souvent dans les familles sans savoir que c'est des arts divinatoires. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Gênez-vous pas, je vais vous attendre un peu sur le chat. Abonnez-vous, ça aide vraiment beaucoup le site, le fait de vous abonner et de nous suivre régulièrement sur nos live Twitch. Si vous écoutez cette vidéo-là sur YouTube, allez sur Twitch et recherchez Sorcellerie Net. En fait, sur YouTube aussi, notre nom, c'est Sorcellerie Net. Donc, abonnez-vous aussi à YouTube. On met régulièrement des nouvelles vidéos.
On a des podcasts aussi qu'on enregistre, en fait, qui sort à chaque semaine, à chaque mercredi. On a le podcast avec, on a tous des thèmes différents. C'est souvent moi et Dead Breeze, mais par exemple, dans les derniers podcasts, Sirène s'est joint à nous pour venir discuter. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. J'ai vraiment apprécié d'avoir une invitée avec nous. On avait parlé de nos expériences avec les esprits, les fantômes et tout. Donc, c'est vraiment un podcast à aller voir qui est très, très, très intéressant. C'est vraiment, on parle de nos expériences personnelles. Vous pouvez nous trouver, les podcasts sont autant sur YouTube, sont sur Spotify, sont sur Google Podcast, je crois. Ils sont sur Encore, on est sur tout plein de sites. Simplement cherchez sorcellerie.net podcast ou sorcellerie.net, vous allez nous trouver. Immédiatement, vous allez pouvoir nous écouter. Encore là, abonnez-vous. Nous, ça nous aide, ça nous encourage et ça nous apporte beaucoup le fait que vous soyez là. Donc, j'espère vraiment, sincèrement, que vous avez apprécié le direct d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a informé. Et vraiment, pour nous aider, abonnez-vous. Venez nous voir. Aussi, pendant que j'y pense, venez nous voir sur Discord. C'est comme venez nous voir. Abonnez-vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se revoit à la prochaine. Merci. Au revoir.